Bonjour, donc vous m'avez vu déjà traîner un peu dans le quartier. Donc je m'appelle Michel Viseau, je suis vétérinaire de formation et les aléas de ma vie m'ont fait échouer sur les berges et les fauteuils du Centre national d'études spatiales, où depuis maintenant 5 ans, pratiquement 6 ans même, je m'occupe de l'exobiologie. Alors m'occuper de l'exobiologie, ça veut dire que comme je suis paresseux, je ne fais rien, c'est les autres qui travaillent. Et je me contente d'animer la communauté, d'essayer de l'élargir et de leur donner un peu de sous pour qu'ils puissent travailler et utiliser les moyens spatiaux, puisque c'est le rôle du CNES. Alors très rapidement, je voulais quand même vous présenter le rôle du CNES. Alors c'est des transparents un peu institutionnels, mais je pense que c'est important de savoir ce que fait une agence spatiale et pourquoi est-ce qu'une agence spatiale se trouve co-sponsor de temps en temps de ce genre d'activité et vient s'exprimer devant vous. Donc, euh, pourquoi est-ce que la Terre a besoin d'espace? Parce que depuis maintenant 53 ans, on sait aller dans l'espace et on sait l'utiliser. On apprend à l'utiliser et aussi on apprend à l'explorer. Donc il y a des grandes idées derrière cette exploration spatiale. Et puis il y a aussi des choses qui sont moins triviales, dont on parle moins, mais qui existent et qui sont à l'origine de l'exploration spatiale et de ce qu'on a appelé la conquête spatiale. Hein. C'est un lieu de compétition technologique. Et puis c'est un outil qui manifeste une puissance d'un pays ou d'un système pour maîtriser l'information, suivre l'évolution des activités humaines, ça veut dire aussi regarder ce que les gens font, hein, et accompagner une stratégie d'indépendance. C'est important de savoir ça parce qu'il faut savoir que l'espace, c'est né quand même, c'est le fruit de la guerre froide, c'est-à-dire un moment où vous n'étiez, vous, pas né, mais où vos parents étaient là, et nous, on était là aussi, et où il y avait vraiment deux blocs qui s'affrontaient et où on était toujours à quelques heures d'une guerre nucléaire. En 1957, il devait y avoir 7000 ogives nucléaires en Russie et à peu près 5000 aux États-Unis. Quand ça s'est terminé, il y en avait 17 000 en Russie, en Union soviétique, et il y en avait à peu près 12 000 aux États-Unis. Donc c'était ce monde-là qui a fait l'espace. Depuis, les choses ont changé. Le monde est nouveau. Et il n'empêche que dès 1961, le CNES a été créé donc pour étant un établissement public, donc il y avait un caractère scientifique, mais aussi un caractère industriel et commercial. Commercial, c'est moins important, mais industriel, c'est-à-dire qu'il avait pour tâche de monter une industrie du spatial en France. À l'époque, on parlait un peu moins d'Europe qu'on en parle actuellement. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu cet effort en France, comme il y a eu un effort un peu semblable en Allemagne et en Italie, que s'est créée l'Agence spatiale européenne et qu'il y a eu un espace européen au milieu de deux blocs qui étaient l'Union soviétique d'une part et la Russie et les États-Unis d'autre part. Donc, très rapidement, parce que je ne vais pas vous embêter avec ça, donc, le CNES a 5 grands segments stratégiques pour remplir la mission qui lui est confiée par le gouvernement, qui est d'une part assurer donc, les applications grand public. Alors les applications grand public, je dirais, c'est simplifié, c'est le GPS, les télécoms, ce genre de choses. Il y a l'accès à l'espace, qui est le socle de base du CNES, qui a commencé à faire des lanceurs après l'échec des premiers lanceurs européens, qui s'appelait Europa, le fusée Europa, qui devait être lancé en Australie et qui a eu 4 ou 5 échecs successifs, parce que chacun faisait un morceau, mais personne ne se parlait. On ne parlait pas encore anglais tous ensemble, donc les gens ne se comprenaient pas. Donc l'accès à l'espace, c'est vraiment le plus important, le socle stratégique sur lequel s'est fondé le CNES. Ensuite, donc application grand public, développement durable. Développement durable, c'est un terme générique qui est pour tout ce qui est observation de la Terre, connaissance du système Terre-Soleil, etc. Donc tous les satellites que nous lançons ou auxquels nous participons. Les sciences spatiales, donc, qui sont un peu la danseuse du CNES, et dont l'exobiologie, et dont je fais partie. Donc, c'est l'utilisation de l'espace pour comprendre notre univers d'une façon générale. Et enfin, sécurité et défense, qui est une spécificité du CNES, puisque l'Agence spatiale européenne n'a pas le droit de faire, par son statut, d'activité en sécurité et défense, et qu'il n'y a que quelques pays qui sont intéressés en Europe, principalement l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Les autres pays européens ne contribuent pas à ces efforts-là, ils se mettent directement sous la protection ou sur les bases de ce que peuvent fournir les États-Unis, qui font un énorme effort dans ce domaine. Donc juste pour mettre quelques chiffres, parce que bon, il y a des moments où les choses concrètes, c'est un programme, c'est des chiffres, et des chiffres, c'est un budget. Ah, vous aurez les chiffres, ils n'ont rien d'originaux, ils sont sur le site du CNES. Donc,
Ça, c'est la partie qu'on dépense en France. On donne à peu près l'équivalent à l'Agence spatiale européenne. 645, 600, 700 millions d'euros par an à l'Agence spatiale européenne. Ce qui est important de voir, c'est accès à l'espace et ce qu'on appelle science et préparation de l'avenir, c'est à peu près équivalent. Alors, dedans, ce n'est pas que pour les laboratoires scientifiques. Quand tu dis on fait de la science spatiale, c'est aussi le lancement d'Ariane 5 pour amener la TV à l'ISS. Donc, il y a quand même des aspects industriels dedans, etc. C'est pas... Mais disons, vous voyez, on a des efforts qui sont à peu près semblables, à peu près répartis. Bon, sécurité défense, c'est aussi quelque chose d'important qui est en croissance. Donc, ça donne simplement un ordre de grandeur. Et ce qu'on appelle ici les ressources mutualisées, au-delà de nos salaires, qui comptent, c'est tout ce qui fait la spécificité du centre technique de Toulouse, c'est-à-dire les capacités à faire des études thermiques, de support d'ingénierie aux gens qui développent des expériences, etc., etc. Donc tout ça, ça a un coût, et c'est donc inclus dans ces ressources mutualisées. Voilà, et juste pour avoir une petite idée, si c'est des statistiques, donc elles valent ce qu'elles valent, mais si on totalise les dépenses spatiales du monde, hein, on s'aperçoit qu'il y a un pays qui en dépense quand même beaucoup, ce sont les États-Unis, avec 53 milliards, et représentent 80% de la dépense spatiale totale, civile et militaire, en sachant qu'aux États-Unis, à peu près un peu plus de la moitié, entre la moitié et deux tiers, c'est du militaire. Et les autres, alors on peut toujours dire que nous, on veut aller sur la Lune, nous, on veut faire ci, nous, on veut faire ça, mais enfin, il y a quand même un moment, la réalité des chiffres fait qu'il y a une industrie, il y a des capacités, il y a des potentiels, etc. Alors, on peut dire que la Russie, probablement, cache la moitié de son truc dans d'autres, de ses activités spatiales militaires dans d'autres budgets. Enfin bon, ils vont monter à 6%. La Chine, probablement autant. Toujours des choses un peu cachées à droite à gauche. Mais bon, les ordres de grandeur, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est ça. Donc, quand on dit qu'on veut jouer sur le même pied que les États-Unis, à ci, à ça, ben, voilà, il faut payer autant. Donc voilà, ceci étant, je voulais vous faire cette présentation parce que c'est quand même important, à votre âge, de se rendre compte qu'on est dans un monde réel, dans lequel il y a une histoire, il y a un état actuel, et puis il y a une réalité budgétaire à un moment donné. De même, en France, on entend souvent nos scientifiques se plaindre des budgets, etc. Et nous sommes les premiers à nous plaindre des budgets, mais on s'aperçoit qu'en fait, ils ne sont pas si ridicules que ça comparés à l'ensemble des activités consacrées à l'espace. Bon, il n'y en a jamais assez, mais ce n'est pas ridiculement faible. Bon, ceci dit, on y va, et on va parler maintenant d'exobiologie. Alors, pourquoi faire donc ça, c'est le résumé de ce que je vais vous présenter. Pourquoi faire de l'exobiologie spatiale? Quelle idée farfelue. Comment aller dans l'espace? Petite question triviale. La différence entre programme et projet. Qu'est-ce que c'est que le développement d'une mission, d'un projet, d'un instrument? Aléas et catastrophes. Et puis, une fois qu'on a vu les aléas et catastrophes, on peut dire maintenant on peut y aller, on sait pourquoi on veut y aller. Pourquoi faire de l'exobiologie spatiale? Donc, les choses sont simples. Hein, c'est rechercher la vie hors de la Terre par tous les moyens possibles et contribuer à cette recherche, soit dans le système solaire, soit hors du système solaire. Alors, on a vu hier des présentations tout à fait intéressantes à ce sujet, et utiliser la Terre comme modèle pour, d'une part, comprendre l'évolution du premier milliard d'années. Vous avez compris que après le premier milliard d'années, ça n'a aucun intérêt, quoi. Tout est écrit. Alors, bon, il y a des biologistes qui nous parlent de gènes d'arbres phylogéniques, mais bon, une fois que Lucas est parti, après, c'est de la cuisine. Bon. Rechercher les premières traces de vie, c'est pas si simple que ça. Vous l'avez bien compris, je pense. Modéliser le passage de la chimie au métabolisme. Là, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre notamment comment ça peut passer sur la Terre primitive. Et on a des objets dans le système solaire, dont on vous a déjà parlé, bien entendu, qui donnent une idée de la façon dont on peut chercher ce genre de choses. Alors bon, les corps d'intérêt, vous les avez tous vus, Mars, Europe, Titan, Célade, certains astéroïdes avec du carbone, des comètes, les planètes extrasolaires. Pour simplifier, quand je me dispute avec mon voisin de bureau qui s'appelle Francis Rocard, qui s'occupe du système solaire, je dis l'exobiologie, c'est là où il y a du carbone et de l'eau. Bon, c'est un peu un résumé un peu lapidaire, mais c'est à peu près ça. Quand il n'y a pas de carbone et d'eau, c'est très intéressant sur le plan de la planèto, mais sur le plan, ça ne veut pas dire que les connaissances acquises ne sont pas intéressantes pour l'exobiologie plus tard, mais ce n'est pas de l'exobiologie. C'est comme la géologie et la culture du fourrage. Il y a un rapport entre les deux, les sols, l'agriculture, etc. Mais enfin bon, voilà, les agriculteurs et les géologues. Donc pourquoi aller dans l'espace? Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique de l'exobiologie, c'est quelque chose qui est caractéristique de ce qui a succédé à la conquête spatiale, entre guillemets, à la période d'affrontement où les pays montraient leurs muscles. Donc, on va dans l'espace pour quoi faire? Pour mieux voir.
D'abord, parce que dans l'espace, on peut mieux voir la Terre, déjà, sans demander aux gens si on peut regarder. Quand même commode. Hein, et donc, on fait de l'imagerie, de la spectrométrie, on fait des passages fréquents, etc. On fait des mesures. Alors, par exemple, quand on parle de la magnétosphère, dont on connaît l'importance pour l'éclosion de la vie et sa survie, et ben, mesurer les champs comme la magnétosphère, c'est quand même important. On mesure les champs de gravité, ce qui permet de comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. On fait de l'altimétrie, etc., etc. Il y a beaucoup de missions qui font ça. Il y a l'analyse, donc mieux analyser au niveau de la chimie, de la minéralogie, de la climatologie. Alors, sur Terre, bon, la minéralogie, on la fait quand même au sol. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et puis, en plus de ça, il y a un truc qui est très embêtant. Il y a un couvert végétal qui cache la moitié des roches. Donc, c'est un peu gênant. Donc, il faut gratter. Le premier instrument du géologue, c'est quand même un marteau, hein, une pioche. Bon, donc, mais quand on va aller ailleurs, par contre, c'est un peu plus difficile. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire du sol et il faut le faire à partir de l'espace. On peut faire des analyses, par contre, de l'atmosphère beaucoup plus précises. Et la météorologie, par exemple, maintenant, sans les satellites, ne serait pas ce qu'elle est. Alors, on arrive quand même pratiquement à une prévision de ce qui va pleuvoir dans l'heure qui vient. Le satellite, il contribue grandement, et notamment, pas tellement l'observation elle-même, mais la compréhension des mouvements des flux, des flux horizontaux et des flux verticaux. Expérimenter, tester des modèles, donc ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est toute expérimentation spatiale, soit avec des satellites dédiés, comme par exemple le microscope, qui va tester le principe d'équivalence, ou la Station spatiale internationale, qui est un énorme laboratoire qui a été précédé par d'autres. Et enfin, le but, c'est de rapporter des échantillons, éventuellement, de Mars, de la Lune, on l'a fait, que de comètes, etc., d'astéroïdes. C'est ce que va essayer de faire Hayabusa quand ils rentrent, s'ils arrivent à rentrer au mois de juin. Et enfin, ça c'était un peu le début, en fait, c'était réaliser une première. Et malgré tout, c'est un état d'esprit qui reste dans les agences. Il faut faire quelque chose qui soit... On a été les premiers à faire ça. On est les premiers à avoir fait rouler quelque chose, une boule sur Mars, à faire atterrir sur Titan, etc., etc. Donc ça fait partie de la partie communication du spatial, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment aller dans l'espace? Excusez-moi. Donc très rapidement, déjà, on peut s'y préparer parce que c'est pas facile. Aller dans l'espace, d'abord, ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Et même pour des scientifiques qui sont encadrés par des belles agences comme le SNES, ce n'est pas quelque chose de spontané et d'immédiat. Au départ, il y a eu énormément de bricolage. Les gens ont fait des fusées-sondes, ils ont fait des ballons, ils ont commencé par faire des choses extrêmement rudimentaires. On parlait de Jacques Blamont, qui était un aéronomiste qui faisait ça dans la base spatiale qu'on avait à Colomb-Béchard à l'époque, et qui bricolait des coronographes pour mettre sur des fusées-sondes. Monsieur Blamont, oui. Il était là-bas, oui. C'est comme ça qu'il a commencé le spatial. Mais il vit toujours. Non, il n'est pas à Colomb-Béchard, il est toujours chez nous, mais bon, il faisait ça. Donc, il faut s'y préparer, et c'est une approche qui est très différente de l'approche que la plupart des scientifiques ont dans les laboratoires. Je dis la plupart parce que les astronomes qui font de l'astronomie, qui bidouillent et qui conçoivent et qui ensuite suivent la construction des très grands télescopes au sol, c'est assez proche. Et les coûts sont assez proches. ALMA, c'est 1 milliard d'euros. Donc, c'est pareil. La technologie est proche. Mais pour les gens qui sont dans des laboratoires où on manipule plutôt des concepts et des ordinateurs ou de l'éprouvettes, c'est un monde qui n'a rien à voir. Il faut bien vous dire ça, c'est un monde qui n'a rien à voir. Donc, on peut s'y préparer par des choses comme, par exemple, les vols paraboliques qui donnent de la micropesanteur, qui peuvent permettre de tester un certain nombre de concepts et de faire des expériences scientifiques. Les fusées-sondes qui vous donnent une micropesanteur de 8 à 15 minutes, qui vous permettent de sortir de l'atmosphère, parce qu'on sort des 100 km, limite théorique, plus ou moins légale de l'espace, et donc qui permettent de faire des observations ou des expériences. On tire à peu près 2 ou 3 fusées-sondes par an en Europe. C'est un programme de l'ESA qui est suivi. Et enfin, il y a les ballons qui sont rattachés en France et aux États-Unis aux activités spatiales, qui sont très importants parce qu'ils permettent d'aller entre 20 et 40-45 km à peu près de hauteur et qui permettent de connaître, de faire des mesures in situ à l'intérieur d'une zone qui est inaccessible pratiquement aux avions et qui est peu accessible, enfin qui est souvent bruitée quand on fait des mesures par le haut. Il faudrait faire que des mesures au limbe, ce qui est un peu moins précis sur le plan de la géographie et de la cartographie. Donc, on commence pas, c'est pas le zénith, c'est au nadir. Le nadir, c'est quand on regarde vers le bas. Le limbe, c'est quand on regarde à jour rasant.
Donc voilà, donc les ballons sont intéressants et c'est rattaché à une communauté, donc au spatial. Et d'après moi, c'est une opinion personnelle, c'est une très bonne préparation pour les gens qui peuvent faire des expériences ballon pour se préparer à aller dans l'espace. C'est une occasion de manipuler avec des campagnes, des dates précises, des limitations en énergie, des limitations en télécommunications, des conditions d'environnement difficiles. Donc il faut conditionner ces instruments. Et on peut le faire avec de l'instrumentation pas chère, c'est de l'instrumentation commerciale. Alors que le spatial, comme on ne peut pas le récupérer et que si ça ne marche pas, c'est grave, c'est beaucoup plus grave qu'un ballon, on est obligé de prendre des précautions supplémentaires. Donc les vols paraboliques, bah voilà, donc, nous on a le 0G, mais les Russes par exemple, ils ont un Ilyushin 76, donc très bien. Moi j'ai fait des vols là-dessus, c'est très rigolo. J'ai même atterri en étant allongé ici. Bon, ça c'est autre chose. Bon, voilà. Et les Américains, ils avaient un KC-135, donc ils ont mis en exploitation privée. Donc vous pouvez maintenant pour 1200 euros, 1200 dollars, pardon, à peu près 1000 euros, aller faire 6 ou 7 paraboles en Floride. Voilà. Donc, d'autres moyens pour aller dans l'espace, bah, ce sont soit des missions habitées, soit des capsules récupérables. Donc, les missions habitées, je vous ai mis Skylab. Il y a eu Soyuz, il y a eu Salyut, il y a eu Mir. Il y a eu toute l'épopée d'aller dans l'espace. D'abord, c'était des exploits technologiques. C'était y aller, y rester, y vivre, faire des sorties extravéhiculaires, rester plus longtemps, faire un rendez-vous spatial, etc. Tout ça, c'était de la techno. Et puis, des gens ont mis des laboratoires. Donc, il y a le Skylab qui était. Il y a le premier, c'était des stations Salyut en Union soviétique. Après, c'était le Skylab qui devait rester et qui devait être rehaussé par la navette. Donc, la navette a eu 4 ans de retard. Et donc, Skylab est tombé. Il n'a pas pu être rehaussé assez tôt et donc il n'a pas pu survivre. Et donc, maintenant, bon, il y a la Station spatiale internationale qui est un énorme projet international qui a coûté pas mal d'argent, mais qui a l'avantage, disons, de faire travailler ensemble les Européens, les Russes, les Américains, les Japonais, et peut-être bientôt d'autres personnes. Enfin bon, il y a les Brésiliens, les Ukrainiens, mais enfin bon, les 4 gros contributeurs, c'est ces 4 grands pays qui arrivent à travailler ensemble. C'est à la fois un projet politique, je ne vais pas m'étendre dessus, et un projet technologique. Là, pour y aller, il y a aussi la navette. Hein, donc voilà, c'était petit lancement de navette en Russie, en Floride. Et puis, bon, il y a tout un tas d'autres projets. Donc, le Soyuz, la station spatiale dans un état un peu primitif, mais c'est développé depuis. Et puis maintenant, le Space Tourism, donc, qui est prévu, qui est pour aller faire un petit saut dans l'espace. C'est l'équivalent humain, disons, du vol de la fusée-sonde. Hein, puis c'est un avion qui vous monte à peu près à 25 km d'altitude. Là, l'avion, la partie spatiale se détache, accélère, monte à 100-120 km, redescend, se transforme en avion pour atterrir en planée. Donc voilà, c'est Branson qui fait ça, c'est Virgin, et c'est quelque chose qui va se faire et qui continue à se faire, au moins jusqu'au premier accident. Non, mais le problème, c'est que le transport public, ça demande des conditions qui sont assez éloignées du transport spatial expérimental et prototypal que l'on fait. Hein, quand on veut faire. La navette, initialement, elle devait faire un vol par semaine. Elle en fait actuellement entre 4 et 6 par an. Hein, donc lui, il veut faire 5 vols par semaine. À 200 000 dollars la place, 5 personnes dedans. Donc voilà. Donc là, il y a quand même des conditions qui sont. On sort de l'expérimental. Une navette, il y a 5000 personnes autour qui travaillent, etc. C'est un coût énorme. Un lancement de navette, c'est à peu près, c'est la même chose qu'un Ariane 5 à peu près. Alors, le coût de lancement, pas le coût de fabrication, le coût de lancement d'une navette, c'est entre 150 et 200 millions d'euros à peu près, chaque fois. Un jour de retard, c'est 4 à 5 millions d'euros. Donc, les chiffres sont là, je veux dire, c'est la réalité. Là, on va rentrer dans un système différent, enfin, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais tant qu'il n'y aura pas d'accident, ça marchera. Je crois qu'après, il va y avoir rapidement des problèmes. Donc voilà, et puis la vie dans une station spatiale, ça ressemble un peu à une chambre d'étudiant. Hein. À part que l'avantage, c'est qu'il y a 3D pour foutre la pagaille. Donc c'est quand même un gros avantage. On peut s'inquiéter de toutes les classes. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on fait en orbite basse? On fait des expositions d'échantillons dans des conditions spatiales. Donc c'est le cas d'exposés de Biopan, vous en avez entendu parler. Donc ça c'est Biopan, c'était quelque chose qui était situé à l'extérieur d'une capsule automatique photon, donc quelque chose qui est envoyé et récupéré sur Terre. Hein.
Et ben, quand ça a chauffé un petit peu, ça revient comme ça. Et dedans, il y a ici donc des échantillons qui sont ensuite récupérés et analysés. Et Hervé Cotin et d'autres personnes qui ont parlé ont utilisé ce genre de système pour faire des expériences. Et ils ont publié de très beaux papiers dont on parle encore. Sur la station spatiale, eh bien, on fait aussi des expériences. Donc on les prépare sur une table de laboratoire. Et après, on a la chance de pouvoir les voir ici accrochés à la station spatiale. Et vous voyez donc Expose Air. Donc vous avez vu, ce que vous avez vu, c'est les petites chambres qui sont ici. Là. Donc voilà, on a le plaisir de voir ce genre de choses, on a un peu avec impatience que de les revoir sur la table du laboratoire pour pouvoir les analyser. Parce que là-dessus, pour l'instant, elles s'exposent, elles sont exposées, c'est parfait. Mais ce qu'on veut, c'est des résultats scientifiques et pas seulement le plaisir d'envoyer quelque chose dans l'espace. Donc voilà, et puis on envoie aussi des télescopes, bien entendu, pour mieux voir. Hein. Oui. Alors, il y a Titan, il y a des morceaux de comète, il faudrait préparer un laboratoire. Hein. Donc, l'atmosphère de Titan dans 1 centimètre cube. Donc, on met des. Alors, non, je plaisante. On met des échantillons de composition chimique, soit sous forme gazeuse, soit sous forme solide, c'est-à-dire déposés sur la vitre. Ils sont exposés aux ultraviolets. On les récupère et on mesure, on regarde quels sont les produits qui ont été formés pendant cette exposition aux ultraviolets solaires, dont on peut résumer en disant c'est le Lyman alpha et toutes les petites bavures qui continuent sur la droite du spectre. Et euh, donc dedans, il y a des tests, par exemple, des tolins, il y a de l'atmosphère de Titan, il y a des échantillons de type cométaire, il y a des acides aminés, il y a des acides carboxyliques, si je me rappelle bien, il y a même des graines, il y a, enfin, l'imagination est débordante de ce côté-là. Et ça, c'est ce qu'on a fait en France. Au-dessus, vous avez des choses qui ont été faites par les Allemands et par les Hongrois ou par les Hollandais, dans lesquelles il y a des micro-organismes pour regarder des mutations, etc., etc. Donc, il y a vraiment un ensemble, une proposition. C'est une facilité dans laquelle on peut mettre énormément de choses différentes et donc qui ont un rapport plus ou moins important avec l'exobiologie. Il y en a qui sont plus en radiobiologie, je dirais. Par exemple, les radiobiologistes qui s'occupent du voyage vers Mars, par exemple, envisagent de mettre des cellules lyophilisées ou des bactéries lyophilisées pour étudier le génome, ou simplement des brins d'ADN. Et ensuite, ils feront des PCR dessus. Donc voilà, c'est un moyen. Donc, Hervé, quand il aura de la voix, pourra vous répondre avec beaucoup de facilité, puisque c'est lui qui est le PI de la partie française de cette expérience. Donc, les télescopes embarqués, on en a parlé hier, vous avez entendu parler de coraux, etc. Donc, s'abstraire de toutes les imperfections, toutes les perturbations que peut provoquer l'atmosphère. Le télescope le plus connu actuellement, c'est le Hubble Space Telescope. Il y en a eu d'autres qui ont fait d'énormes découvertes, comme ISO, par exemple, le télescope infrarouge européen qui a été lancé il y a 25 ans à peu près, et qui a duré pas très longtemps parce que, ouf, pour les agences, il avait une réserve d'hélium. Quand il n'y a plus d'hélium, il ne fonctionne plus. Parce que l'enfer, c'est des trucs comme le Hubble Space Telescope qui peut fonctionner des années, des années, des années, des années, des années. Il ne s'arrêtera jamais, sauf vraiment quand on ne pourra plus le faire marcher. Et alors, c'est le cauchemar des agences parce que, bon, je sais pas, la maintenance de Hubble Space Telescope, c'est à peu près 120 millions d'euros par an. Donc, tous les ans qui passent, c'est un trou dans le budget, quoi. Et ça continue en permanence. Donc là, il donne des résultats formidables, on ne va pas l'arrêter. Mais il y a plein de télescopes comme ça dont on ne sait pas jusqu'à quand on peut les faire durer. Alors, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? Et on a par exemple en Europe une mission qui s'appelle Cluster, donc 4 satellites qui tournent autour de la magnétosphère, qui explorent la magnétosphère depuis 10 ans maintenant. Tout le monde est content, c'est très bien, mais personne ne sait s'il faut l'arrêter ou pas. Alors bon, les gens qui sont venus, ah non, c'est vachement important, tout ce qu'on voit, etc. Mais bon, tout ce qu'on fait avec Cluster, c'est autant de moins ce qu'on fait dans d'autres programmes. À un moment donné, c'est une réalité. Donc, il y en a d'autres comme ça, hein, c'est pas le seul. Mais, donc, c'est un peu le problème de ce genre de choses. Bon, le télescope très connu, donc c'est le Hubble qui a fait quand même des avancées énormes sur le plan de la connaissance, et pas seulement des images pour décorer les salles d'attente et les bureaux des professeurs. Hein, donc il a fait quand même beaucoup de choses. Et le prochain, donc, c'est le James Webb, qui est extrêmement ambitieux, qui sera. Alors Hubble, il y a eu un servicing, il y a eu 4 servicing de Hubble, c'est-à-dire la navette est allée le réparer. Parce qu'au début, il ne marchait pas Hubble, il était myope. Hein, donc ils ont commencé à le réparer dès le départ.
Et c'était, aux États-Unis, les gens s'en faisaient des gorges chaudes, c'était le 2,2 billion dollars télescope. Et c'était vraiment pour dire le télescope aveugle, hein, c'était ça qu'ils voulaient dire. Et bon, ils ont réparé, ça a coûté cher, mais ils ont réparé et ça marche. Et depuis, ça a donné quand même des résultats, ça a révolutionné l'astronomie, la vision qu'on avait de l'univers. Donc c'est important. Là, il y a 2 télescopes très importants qui ont été lancés par l'Europe, c'est Herschel et Planck, qui eux sont plus orientés vers la recherche de naissance des étoiles et des disques galactiques, et l'autre qui est sur la cosmologie, vraiment la recherche du fond cosmologique, d'études du fond cosmologique et la cosmologie. Donc ça, c'est des points extrêmement importants et qui continuent. Donc les télescopes, et enfin, donc, on peut faire des tests de rentrée atmosphérique. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites aussi en Europe, avec des Français, des Allemands et d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vise des petits morceaux de météorites artificielles que vous voyez donc. Ça marche? Voilà, qu'on voit ici. Donc, on les vise sur le bouclier de rentrée d'une capsule photon. Donc quand ça rentre à 7 km/s, ça va monter à peu près entre 800 et 1200 degrés à peu près, quelque chose comme ça, hein, dans un plasma, parce en rentrant il fait un plasma, donc on rentre dans des conditions chimiques un peu particulières. Et puis quand c'est arrivé, ben, ça donne ça. Voilà. Et puis là il y en a un qui est parti parce que c'est quand même un peu violent. Et ensuite on analyse ce qui s'est passé à l'intérieur de la roche, si on l'a farci par exemple avec des microbes ou avec des acides aminés ou avec des acides carboxyliques ou avec des minéraux un peu exotiques, eh bien, on peut analyser ce qui s'est passé dedans et en déduire comment une roche, par exemple, une météorite qui rentre, est transformée. En sachant qu'on a quand même des vitesses d'entrée qui sont relativement faibles, 7 km/s, par rapport à une météorite qui est entre 10 et 14, généralement. Donc c'est légèrement différent, mais on ne sait pas faire mieux. Bon, donc on s'en contente pour l'instant. Si j'appuie là-dessus, ça marche? Ah, super. Bon, bien sûr, après toutes ces observations, il y a l'exploration in situ, donc c'est envoyer des sondes diverses vers les planètes. Ça a été un lieu de compétition, la première vers Mars, la première sur Vénus, la première photo de la face cachée de la Lune, etc. etc. Ça, c'est une époque où vous n'étiez pas né, mais c'était comme ça. Et puis maintenant, les scientifiques sont rentrés dans cette aventure et on va quelque part pour y faire quelque chose et pour apprendre des choses nouvelles. Hein, donc, on a eu des atterrisseurs. Voilà. Donc, ça, c'est le lancement de Viking en 1975, qui était vraiment le début de l'exploration vraiment scientifique, j'allais dire, après la Lune, de l'espace. Donc, voilà, les images de Viking, première image de la planète vue de près. Donc, c'est des cailloux. Voilà. Alors, il n'empêche que là-dessus, les gens, il y a des dizaines de cerveaux qui sont posés sur les cailloux, ils ont des arrêts de commande, ils ne sont pas orientés de la même façon, il n'y a pas eu d'eau parce qu'ils ne sont pas usés, etc. etc. L'observation a été quand même au départ extrêmement importante au niveau de la compréhension du fonctionnement des planètes, etc., et de leur histoire. Donc c'est du travail de géologue très important. Et il y a eu beaucoup d'expériences donc très controversées, je ne reviens pas dessus. Notamment de recherche de la vie. Donc depuis, il y a eu d'autres atterrisseurs sur Mars, donc qui étaient tous américains, donc avec Pathfinders et les Mars Exploration Rover. Donc voilà, ben, la photo s'est améliorée hein, au point d'unité. Vous voyez qu'ils savent mettre de la pub, hein, et ils n'oublient jamais de mettre là où il y aura la caméra, ils mettent le JPL, un Jet Propulsion Laboratory. Donc, et puis les robots qui devaient durer 6 mois ont duré 5 ans déjà. Il y en a un qui est un peu malade, mais l'autre va continuer son petit chemin. Donc voilà, donc ils ont même été explorer le bouclier thermique qui leur a permis de rentrer. Et derrière, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est quand même pas un truc sur Mars, ils ont trouvé une météorite métallique. Voilà, qui sont allés voir de près. Donc ils ont fait atterrir Phoenix, donc ça c'est le lancement de Phoenix, j'ai eu la chance d'y aller, donc avec une Delta 2. Et puis voilà Phoenix tel qu'il s'est auto-photographié sur Mars. Hein, donc le trou noir c'est la caméra, c'est l'angle mort de la caméra. Et donc, il a creusé une petite tranchée ici, là, et donc il a mis en évidence de l'eau, il a mis en évidence de la glace d'eau, et ils ont découvert en faisant une photo du pied, des photos successives du pied, qu'il y a eu probablement la première goutte d'eau que l'on ait vue qui s'est créée sur un pied, et donc qui est restée quelques heures, la première goutte d'eau qu'on ait vue sur Mars. Et donc, comme elle a duré un certain temps, près de plusieurs dizaines d'heures, ils pensent que c'est parce que c'est de l'eau qui est à base, qui est
avec du sel dedans. C'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau de condensation, c'est de l'eau de projection, et elle était probablement riche en perchlorate, d'où tous les fantasmes qu'il y a actuellement sur le perchlorate martien. Voilà. Donc la prochaine mission, c'est MSL, donc qui a à peu près la taille d'une voiture. Il fait 900 kg. Donc les mers, les mers faisaient 235 kg. Et Pathfinder, le premier petit, enfin le petit rover qui est arrivé, il faisait 12 kg. Donc vous voyez, 12, 230, 900. Donc voilà, dedans il y a des manips internationales, dont notamment des manips avec une participation française importante, donc KEMCAM. Si je dis pas SAM, je suis massacré, parce que vous avez ici le PL français. Il y a des Français un peu dans Kémine aussi, dans plusieurs endroits, il y a des scientifiques français qui coopèrent. L'important aussi, c'est de voir que maintenant, l'exploration est un lieu de coopération internationale. Alors tout n'est pas rose, tout n'est pas tendre, tout n'est pas toujours merveilleux, mais il n'y a pratiquement plus une seule mission qui soit 100% nationale dans ces domaines-là. La dernière, à ma connaissance, c'est l'essentiel, je dirais, c'est Hayabusa, la mission japonaise dans laquelle il y avait une très faible contribution étrangère. Il y en a eu, hein, mais elles sont très peu importantes. Tout le reste, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, c'est pratiquement toujours en coopération internationale. Donc voilà, donc, ce qui est prévu aussi, c'est Phobos Grunt. Donc ça, c'est l'exploration de Phobos par une sonde russe. Alors c'est une sonde à 3 étages. Ça, c'est pour arriver sur Phobos. Ça, c'est pour faire partir de Phobos. Et ça, c'est pour rentrer sur la Terre, parce qu'ils veulent rapporter des échantillons de Phobos sur Terre, en sachant qu'actuellement, il y a une théorie comme quoi Phobos serait un morceau de Mars, comme la Lune est un morceau de la Terre, pour simplifier. Et donc, c'est plus facile de rapporter des échantillons de Phobos que de Mars. Donc, si on rapporte des échantillons de Phobos, c'est en fait un échantillon martien. Donc, lancement 2011. Alors, dedans, il y a pareil, c'est des coopérations avec des Allemands, des Français, des Américains, etc., etc. Et enfin, on a une contribution assez importante à cette mission. Je veux dire, la communauté scientifique française, pareil, avec des systèmes d'analyse et des systèmes de caméra et de spectrométrie. Voilà, donc normalement, donc Return to Earth 2012, on verra. Et enfin, ExoMars, donc le projet européen qui est le projet sur lequel on est extrêmement investi au CNES, on contribue énormément. Normalement, on devrait mettre quelques dizaines de millions d'euros en charge utile, plus à peu près 150 ou 200 millions d'euros pour la participation à la mission en général. Donc c'est un projet ambitieux. Alors ce n'est qu'un dessin parce qu'il y a déjà des petites choses qui ont disparu. Et puis il y en a d'autres encore parce que c'est actuellement un projet qui est en train de fusionner avec un projet de la NASA. Et donc on est en train de faire un programme commun, pourrait-on dire, d'exploration martienne qu'on va appeler ExoMars, avec une partie en 2016 et une partie en 2018. Je ne rentre pas dans les détails, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Mais bon, donc c'est un problème complexe et très onéreux. Et enfin, notre rêve, eh ben, c'est le voilà, c'est le retour d'échantillons. Dans des retours d'échantillons, il y en a eu quelques-uns. Donc la Lune, avec d'une part les lunocodes. Alors c'est une erreur, c'est pas vrai, c'est pas les lunocodes. Les Russes ont envoyé 2 sondes. Excusez-moi. Les lunocodes, c'était des rovers qui se sont déplacés à la surface de la Lune. Au monde à compétition, les Russes n'ayant pas réussi à envoyer des hommes, ils ont envoyé des robots. Donc la première chose, ils ont fait plusieurs missions lunaires, ils ont envoyé 2 lunocodes qui se sont promenés avec des charges utiles diverses et variées. Ils ont envoyé 2 sondes indépendantes des lunocodes, donc il faut que je corrige ça, c'est une erreur, qui ont rapporté des échantillons lunaires. Donc ils ont rapporté à peu près 300 grammes d'échantillons lunaires en 2 fois automatiques. Et c'est le seul retour d'échantillons d'une surface planétaire, d'un corps céleste, qui a été rapporté au sol, de façon automatique. Donc bon, ça fait partie de la connaissance. Bon, les Américains, eux, ils y sont allés avec des gens, ils ont ramené 389 kilos d'échantillons lunaires qui sont stockés à Houston et qu'on peut observer, auxquels on peut accéder sur le plan scientifique. Ils sont tous répertoriés, gramme par gramme. On sait exactement ce que ça fait et où ils sont. Donc voilà, les retours d'échantillons, c'est ça pour la Lune, plus les météorites lunaires qui sont déjà tombés sur Terre. Donc ils sont allés les chercher avec des pieds. Ce qu'on voit ici, par contre, j'ai mis cette photo parce qu'elle est assez caractéristique, c'est le problème de la poussière. Vous voyez, en quelques heures sur la Lune,
hein. C'est de la poussière qui très fine, qui est très abrasive et qui se colle partout. Donc quand on dit qu'on va aller vivre sur la Lune, ou qu'on va mettre des gens pendant 15 jours sur la Lune, ils vont être abrasés par la poussière, et donc ça se met dans les joints des articulations, partout, etc. Ce qui fait que la durée de vie des instruments, des matériaux d'une façon générale, et même des scaphandres, est extrêmement limitée. Si on dépressurise, c'est gênant sur la Lune. Hein. C'est un trou, c'est pas bas. C'est un petit accro, c'est à la mode en France ou en Europe, mais d'abord, c'est pas très bien. Donc, retour d'échantillon dont je vous ai vaguement parlé, donc c'est à Hayabusa, c'est un retour d'échantillon plus technologique que scientifique d'une mission d'un astéroïde qu'ils ont appelé Itokawa. Donc, cette mission a eu beaucoup d'aléas, elle est considérée par beaucoup de gens comme un échec, c'est un énorme succès technologique. Ce qu'ils ont fait, hein, ils se sont approchés, ils ont appris à naviguer autour de cet objet. Ils l'ont découvert, ils en ont vu des choses. Personne n'avait vu un astéroïde comme ça hein, jusqu'à présent, hein, avec des amas de trucs bien pointés comme ça, des zones plates comme vous voyez ici. Hein. Alors ils leur ont mis des noms, j'ai pas mis. Et donc leur objectif, c'était de récupérer des échantillons grâce à ce petit tube et ils tiraient une balle de cuivre purifiée, etc. Et donc ils espéraient récupérer les jets qui remontaient. Ils espéraient que ça allait remonter dans le tube. Le petit tube qui est là, et ensuite le stocker dans la petite capsule que vous voyez là pour la rapporter sur Terre. Donc normalement, l'ensemble est en train de revenir sur Terre, ils ont quelques problèmes techniques, et ça doit atterrir au milieu de l'Australie au mois de juin, donc la petite boule qu'il y a donc juste ici qu'on voit sur ce coin-là. Donc c'est ça qui rentre sur Terre. Et il faut qu'ils le retrouvent. Donc ça tombe normalement dans le parc naturel protégé, le plus protégé d'Australie, dans lequel on n'a même pas le droit d'aller à bicyclette avec des bottes en caoutchouc. Hein, et ça tombe juste au milieu. Bon, on verra ce qu'ils font. Il n'empêche qu'ils ont fait quand même des manifs très intéressantes. Et sur le plan technique, ils ont pris l'ombre de leur vaisseau. Hein. Là, il y a Hayabusa, donc sur cette zone qui s'appelle Muse C. Bon, enfin, ils ont donné des noms. Bon, on a rapporté 2 échantillons, donc des queues de comètes. Eh bien, donc, Giotto était la première sonde européenne à traverser une queue mondiale, mais elle était européenne à traverser une queue de comète. Eh bien, la NASA a envoyé Stardust pour récupérer donc des échantillons dans un aérogel. Donc voilà, les échantillons, c'est ça. Donc c'est une espèce de grosse raquette de tennis. On estime qu'on a rapporté à peu près 20 microgrammes d'échantillons de comètes, mais ça ne nous empêche pas d'en déduire la composition de la nébuleuse primitive, hein, pas de problème. Donc voilà, c'est la réalité. Donc il n'empêche que chaque petite partie d'échantillon, comme cette partie de Livine là par exemple, dans Statite, pardon, est analysée, disséquée, etc., avec les moyens les plus sophistiqués, les plus détaillés qu'il puisse y avoir. Et sur ces 20 microgrammes au général qu'on a, hein, il y a déjà au moins 300 personnes qui travaillent, il y a déjà au moins 15 papiers qui sont sortis, si c'était pas 20. Donc c'est difficile, le spatial, on travaille sur des choses infinitésimales, c'est-à-dire que même quand les gens travaillent avec de la PCR sur 3 bactéries, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on a de la nébuleuse solaire. Donc le rêve, c'est le retour d'échantillons martiens. Et on attend et on s'y prépare. Et donc, on travaille déjà pour un projet qui, moi, quand j'ai commencé à rentrer en 1996 dans ces aspects protection planétaire et des aspects échantillons martiens, les échantillons devaient revenir en 2009. Bon, maintenant, on ne lancera pas avant 2025. Bon, voilà, donc ça vous donne une idée aussi de la patience qu'il faut pour développer des expériences spatiales. Et je pense que tous les gens qui ont pratiqué un peu spatial dans la salle et dans les interlocuteurs que vous avez eus cette semaine vous diront qu'il faut être patient. Donc il y a des expériences actives, comme par exemple provoquer donc une sorte de flare, enfin une explosion sur un noyau de comète. Donc ça c'est Wild 2. Non, c'est Temple 1, pardon. C'est Temple 1, donc qui a été visité. Et donc il y a un vaisseau qui est rentré un obus de cuivre, encore une fois, qui est rentré spécialement dans cette zone-là pour provoquer une expulsion de matériel qui puisse être analysé sur le plan de la spectro, aussi bien par la sonde qui passait que par les télescopes au sol. Et donc, voilà, donc ça donnait ça. Donc ça a été visible, analysé, etc. etc. Et donc, ils ont repéré l'endroit exact où ils ont tapé, c'est ici. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait aussi ces features un peu bizarres, là,
très plates, dont on ne connaît pas bien l'explication, à la surface des comètes, comme on l'a vu à la surface des astéroïdes. En sachant que c'est des gravités extrêmement faibles. Donc pour faire quelque chose de lisse, ça veut dire des choses qui sont extrêmement peu visqueuses, obligatoirement. Donc c'est pas quelque chose de simple à comprendre. Voilà, et donc maintenant, pour l'astrobiologie, l'exobiologie, qu'est-ce qui est intéressant? C'est faire un peu d'astrométrie, c'est-à-dire caractériser les étoiles qui nous entourent. Je pense qu'on en a parlé hier longuement. Et enfin, détecter des exoplanètes. Je n'en parle pas plus que ça. SOHO, bon voilà, ça n'a pas d'intérêt. Vous en avez vu des bien plus belles hier. Ça, c'est la première détection d'un corps double par Corot. Donc quand ils ont vu ça, ils disent ah, Corot marche. Voilà. C'est très historique. Darwin, on en parle et on en rêve. On en a parlé hier. Il y a deux problèmes sur Darwin. Premièrement, trois problèmes. L'image est très jolie. C'est parfait. Il y a un petit problème, c'est qu'on ne sait pas le faire, concrètement. On peut pas prendre, parce que faire naviguer des trucs ensemble comme ça, on ne sait pas le faire, c'est la précision requise. Troisièmement, ça coûte très cher, mais il y a aussi un problème, c'est que ça ne peut explorer que quand on fait les calculs, on a des chances de trouver entre 6 et 15 planètes. Donc c'est un projet à 4 à 5 milliards d'euros, 1 milliard la planète extrasolaire. Peut-être qu'il y a d'autres moyens plus simples pour le faire. Donc il faudra améliorer les choses pour que ce projet puisse voir le jour, même si ça apparaît être une excellente idée. Comme ça, je veux dire, l'idée est excellente, mais malheureusement les chiffres sont contre nous et les planètes, les soleils ne sont pas tous autour, dans les 100 années-lumière qui nous entourent. Vous avez vu 350, etc. Donc voilà un petit peu le problème. Alors programme et projet. Bon, ça va. Alors un programme, qu'est-ce que c'est? Donc on fonctionne comme ça dans l'espace. Il y a un programme, l'exploration martienne, et puis il y a un projet ExoMars. Donc le programme, c'est le développement dans un objectif général, dans une enveloppe de temps et de budget assez imprécis. Je ne vous parle pas du retour d'échantillons martiens, qui est plus que flou, et qui prend plusieurs étapes ou une succession d'étapes. Donc le programme de vols habités, le programme de vols habités, il n'y en a pas vraiment en Europe. Mais ça a commencé par la capsule, ensuite le rendez-vous, ensuite la station orbitale habitée, et ensuite la grande station spatiale. Après, on ne sait pas quoi. Après, c'est aller vers Mars, et on reprend sur un nouveau programme, gérer le temps, gérer la physiologie, gérer la radiologie, parce que les gens ont des problèmes il y a des problèmes d'exposition radiologique, etc., etc. Bon, le programme martien, c'est l'exploration de Mars, etc., etc., etc. Donc les programmes, on voit à peu près ce que c'est. Un projet, c'est un objet particulier sur lequel on concentre ses efforts de budget. Théoriquement, il y a un budget et un calendrier. C'est la base d'un projet, c'est ça. Bien sûr, le budget est toujours emplafonné et le calendrier n'est jamais respecté. Mais enfin, au moins, à chaque fois, chaque étape, il y a un nouveau budget et un nouveau calendrier strict. Donc voilà, Rosetta ExoMars. Et au sein d'une mission, des projets peuvent avoir une existence propre. C'est un peu des structures en matryoshka. Quand on a des projets aussi grands, par exemple, que la Station spatiale internationale, ou le projet de faire le ATV, par exemple, pour le desservir, il y avait dedans, chaque élément était en soi un petit projet. Voilà, bon, donc ce qu'il faut retenir, surtout pour l'aspect exobiologique, c'est donc que dans un projet, il y a des choses qui sont importantes. Il y a la plateforme elle-même, il y a ce qui sert à supporter et à aller dans l'espace. Il y a ensuite les instruments avec leur certitude, c'est-à-dire ce qui sert à remplir l'objectif que l'on s'est donné, faire des mesures, faire des observations avec des contraintes. Ensuite, derrière, il y a des contributions expérimentales avec des co-investigateurs, avec des modélisations au sol, etc. Et enfin, il y a des phases qui s'imbriquent les unes dans les autres de façon relativement ordonnée. Donc, un projet spatial, c'est pas simplement faire un objet spatial. Un projet spatial, c'est faire un objet spatial qui remplira une mission et dont on recueillera des données qu'on est capable d'interpréter. Et cette interprétation suppose souvent un segment sol dont on n'a pas toujours conscience au départ. L'exemple type, c'est Corot. Corot, c'est un très beau projet, on a fait un très bel instrument. Les gens qui sont à l'initiative de Corot n'ont pas pris la mesure de l'ampleur des données qu'ils allaient récolter. Ils travaillent. Corot 7b, c'est bien, mais ils ont probablement 300 planètes dans leurs données. Mais ils n'ont pas les moyens, ils ont pas, les humains derrière, ils n'ont pas travaillé sur les algorithmes de détection automatique, etc. Ils n'ont pas assez travaillé cet aspect segment sol. Et ils sont débordés, ils sont noyés sous les données qu'on stocke. Et dedans, c'est à cette vitesse-là, ils en ont pour 50 ans à déployer les données de Corot.
Et donc là, il y a des problèmes. Donc vous voyez, le segment sol, c'est vachement important. Alors on fait des belles choses, ça n'empêche, hein, on continue à travailler. Mais il manque derrière, et puis notamment, par exemple, pour les exoplanètes, quand on a découvert une exoplanète, il faut demander du temps à des télescopes sol ou un télescope spatial. Ah, ça, il faut remplir des demandes, etc., etc. Il faut l'obtenir. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Donc on ne peut pas confirmer telle ou telle planète, etc. Et donc ils ont largement sous-estimé cette chose-là. Bon, c'était peut-être pas des forcenés aussi du spatial, mais on a le genre de problème qu'on peut avoir. Donc très rapidement, un projet, ça se découpe en certaines phases. Vous entendrez parler des phases A, des phases B, des phases CD, etc. Donc la phase A, c'est l'étude papier, ce sont des études papier. En clair, qu'est-ce que je veux faire et comment je pourrais le faire. La phase 0, pardon. La phase A, c'est ça, j'essaye de le décliner. Enfin, la phase 0, c'est ce qu'on vous a demandé dans vos rapports à peu près. La phase A, c'est on commence à mettre des chiffres derrière avec des idées de masse, d'orbite, de stratégie d'approche. On commence à faire une vague charge utile, enfin les instruments, avec l'idée de ce que ça pourrait faire. La phase B, là, on rentre dans les choses sérieuses et on commence à dépenser du vrai argent. On commence à dire on va mettre ces instruments-là et on commence à on identifie des points durs et on va faire des prototypes avec du truc commercial, mais on commence à identifier les points durs. Quand on va sur Mars, par exemple, il y a un point dur, c'est que la température, elle fait faire des excursions à moins 70 et au maximum, elle sera à une dizaine de degrés. Et quand ces excursions arrivent tous les jours, ben, par exemple, sur les soudures, ça pose un certain nombre de problèmes. Sur les CCD des caméras, ça pose un certain nombre de problèmes, etc., etc. Donc, il faut étudier ces points durs et essayer de les soulever. Quand la phase B est bien finie, on est capable de prendre la décision de réaliser ces objets et on rentre dans ce qu'on appelle la phase C et D. Alors, les phases C et D sont souvent mélangées. En fait, la phase C, c'est la construction des éléments et il y a encore une partie de test. Et la phase D, c'est vraiment la phase d'assemblage où là, on prend que des modèles de vol, on a tout qualifié, on a tout recetté, c'est-à-dire qu'on a tout considéré on a considéré que tous les impléments, les petits éléments individuellement remplissaient les missions pour lesquelles ils étaient conçus. Alors quand je dis petits éléments, c'est la caméra, l'ordinateur, les batteries, les panneaux solaires, les moteurs, etc., etc. Et tout ça, on l'assemble pour en faire un objet spatial autonome qui va être capable de remplir la mission. Ensuite, on fait la phase d'exploitation du système, donc c'est la phase E. Et à la fin, ben, qu'est-ce qu'on fait de ce système? Le problème qui se posait, par exemple, qui ne se posait pas avec ISO, mais qui peut se poser avec d'autres systèmes de satellites comme cluster, c'est comment est-ce qu'on arrête? Parce que continuer, ça a un coût. Et encore une fois, ce qu'on dépense dans un sens, c'est autant de moins pour développer des choses nouvelles. C'est un très gros problème, hein, parce qu'en Europe, on a beaucoup de missions qui sont en cours actuellement. Hein, c'est plusieurs centaines de millions par an. Et donc, c'est autant de moins pour développer des ExoMars ou d'autres missions plus originales. Donc, derrière, il y a des dates. Alors, j'ai pris l'exemple d'ExoMars, parce que c'est celui que je vis tous les jours. Donc, la phase 0, c'était en 2003. La phase A, c'était en 2004-2005. Lancement en 2009. Phase B, dès le début, c'était 2006-2011. Lancement en 2013. Donc, là, on a fait une phase B. Puis, comme il y avait des problèmes d'argent, une phase B+. Puis, quand il y a des problèmes techniques, une phase B++. On fera peut-être une plus extended, super extended, etc. Donc on continuera. La phase B, c'est le moment où quand on ne sait pas encore si on va vraiment faire les choses, on continue à étudier, à travailler sur les prototypes, etc. etc. Donc la phase CD au jour d'aujourd'hui, 2011-2018. Phase E1, la phase E1, c'est pendant le trajet. Donc c'est une phase d'exploitation, puisqu'on ne construit plus, mais on va observer, on va tester, on va surveiller, etc. Donc c'est la première phase d'exploitation jusqu'à 2019. Et E2, là qu'on va recueillir les données scientifiques, déjà que les scientifiques vont commencer à frétiller un peu en recevant enfin leurs données, 2019, peut-être 2020. Et après, ben, on arrête ou on n'arrête pas, on prend la décision en 2019. Donc voilà ce que c'est que le déroulement d'un projet. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, même probablement, travailleront sur la phase CD et sur la phase E de ce projet ExoMars. Donc les transparents sont à votre disposition. Hein. Comment? Alors, donc voilà pour aller dans l'espace. Je vais aller assez vite. Donc tout ça, c'est quand ça se passe bien. Mais tout ne se passe pas toujours bien. Et il faut avoir un certain nombre de principes que je vais vous rappeler et qui sont bons à savoir parce que... donc rien n'est acquis tant que les données ne sont pas, ou les échantillons ne sont pas dans le laboratoire, dupliqués, tripliqués si c'est possible, sauvegardés et sécurisés.
J'ai été témoin dans ma vie spatiale depuis 1985 de conneries énormes où on a perdu des échantillons par négligence parce qu'on ne s'était pas occupé du système sol, ou bien parce qu'on n'avait pas branché le système pour recevoir les données. Des choses toutes bêtes. Ça arrive. Et ce que j'ai vu, c'est une toute petite chose par rapport à tout ce qui existe d'une façon générale. Donc c'est très important, sécuriser, dupliquer, réfléchissez. Enfin, bon, dans le spatial, un grand projet spatial, il y a beaucoup de points de panne unique. Le premier, c'est le lancement. Une fusée qui explose au lancement, il n'y a plus rien. Donc il y en a beaucoup, des points de panne uniques. Si vous regardez, vous analysez, toutes les 2 heures, il y en a un. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter au sol. Donc ce qu'on maîtrise facilement, il faut vraiment le maîtriser et le travailler aussi soigneusement que ce que l'on fait pour travailler la résistance de telle diode à la température extrême qu'elle va rencontrer. Donc ça, les gens, ils aiment bien, les ingénieurs, ils adorent ça. Mais le segment sol, ça embête tout le monde, ça coûte cher, c'est pas à moi de le faire, c'est les labos, non, c'est l'agence, c'est pas l'agence, c'est le contractant. C'est une source de problème. Un PI ou un responsable dans une agence, bah, c'est un peu mon rôle, c'est ce que j'essaye de faire avec, avec Hervé ou avec d'autres personnes. On apporte un rôle extrêmement, enfin, notre agence apporte un rôle extrêmement important à tout ce qui est segment sol. Et donc là, les agences ont un rôle crucial à faire et les scientifiques ont à en prendre conscience, ce qui n'est pas toujours le cas. L'exemple de Corot en est un, entre autres. Donc voilà, donc des pannes d'instruments. Donc normalement, on aurait dû avoir, excusez-moi, on aurait dû avoir que des pouces comme ça, et puis voilà, ça s'est pas arrêté, le système de fixation n'a pas fonctionné, et donc ça a poussé n'importe comment, et c'était pas bon. Voilà. Donc ça, c'est des graines sur un vol photon dans une mission d'un instrument qui s'appelait IBIS. Bon, alors ensuite, des erreurs humaines, il y en a eu. Hein, envoi de mauvaise commence. Donc, Huygens oublie de l'activation d'un canal de réception Cassini. Mauvaise prise en considération de l'effet Doppler entre Huygens et Cassini. Alors, bon, c'est facile de critiquer ça, mais bon, l'effet Doppler, c'est des choses subtiles. Hein, c'est pas des choses qui sautent pas aux yeux. Bon, par contre, l'oubli d'activation d'un canal de réception, c'est un peu embêtant et ça a empêché une expérience de se faire. Pour mauvais traitement des échantillons, donc on les a mis au congélateur au lieu de les mettre en réfrigération, donc tout était foutu. Mauvaise transmission bord-sol, erreur de manipulation en vol. Donc ça, c'était une expérience sur laquelle je travaillais où les gens n'avaient pas compris que il y avait un réfrigérateur, un système qui était comme un ordinateur, c'est-à-dire un petit ventilateur à l'intérieur pour éliminer la chaleur. Et donc il y avait une cote comme quoi il fallait mettre ça à 5 cm des parois. Il l'avait collé contre la paroi. Et donc forcément, la régulation de température ne se faisait plus dans notre système de régulation de température. Et donc, ça a pris quand même 3-4 jours et on a réussi à l'avoir. On a réussi à avoir les informations que parce que on était sur place. J'étais avec un Américain, c'était un truc joint canadien, japonais, français et américain. Et donc j'étais avec un Américain, on a eu accès aux images de la NASA, on a récupéré des images, des photos de la NASA, et là on a repéré les endroits où étaient nos différents instruments, et on a vu que l'instrument était mal placé. Et les gens qui étaient au centre de contrôle, eux, ils envoyaient des télécoms, des messages en disant ça marche pas, ça devrait marcher. Donc il faut de temps en temps aussi mettre beaucoup de bon sens et pas hésiter à utiliser les voies les plus détournées pour trouver une solution au problème qu'on peut rencontrer. Donc voilà, donc Ice First. Et puis il y a des gens, par exemple, quand on arrive au milieu de la steppe, un Soyouz, il y a des gens qui ont perdu des capteurs. Là. Alors une fois, on s'en aperçoit quand ils sont revenus à Moscou. Alors pour dire, pour aller chercher le capteur, c'est impossible, tout est parti, on ne sait même plus où c'est arrivé exactement. Bon, donc ça c'est l'arrivée des vols longue durée, retour de la station, donc avec des pots de vache, au milieu de la steppe du Kazakhstan. Hein? Et ben ils se mettent là-dessus quand ils reviennent parce que il paraît que c'est bon contre les escarres. Donc comme les gens sont assez affaiblis, hein, après 4 à 6 mois de vol dans l'espace, donc ils sont assis, alors et on estime que donc on leur met des fauteuils avec des pots de vache, etc. autour, parce que c'est bon contre les escarres. Alors que, bon, dans les pays occidentaux, on leur mettrait de mettre là anti-escarre avec du gel spécial. Là, c'est de la peau de vache. Voilà. Bon, enfin, en plus, ils y restent pas longtemps, ils y restent même pas 2 heures hein, avant de repartir. Voilà, donc des explosions en vol, donc voilà ce qui reste d'un instrument qui s'appelait Ibis d'ailleurs. Ça, c'était une expérience qu'on faisait aussi. Donc, et puis après, il y a les drames. Donc,
des drames avec des pertes humaines. Bon, le reste, tant que c'est du matériel, hein, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Là, quand même, il y a eu Columbia et Challenger. Donc de la navette, ils en ont quand même perdu 2 sur les 5. C'est un peu embêtant. Donc voilà. Donc rien n'est acquis et aller dans l'espace, c'est toujours dangereux. Et quand je disais que le problème du tourisme spatial se heurterait au problème des accidents, c'est quelque chose qui va se poser vraiment. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc très rapidement pour terminer, quelques aphorismes classiques que je répète à mes scientifiques favoris. Donc ce qui ne marche pas au sol ne marchera pas en vol. Ça a l'air de rien comme ça, mais l'expérience montre que c'est souvent quelque chose qui est oublié. Ça ne marchera pas ici, mais en micro-pesanteur, sur Mars, ça marchera beaucoup mieux. Si ça ne marche pas ici, ça ne marchera pas ailleurs. Point. Donc, il faut toujours tester le matériel vol. Chaque fois qu'on ne l'a pas fait, l'exemple des plantes était typique. On n'a pas eu l'occasion de tester le matériel vol. On était toujours en retard, etc., etc. Il y avait des prototypes en partie, etc. Et quand on a voulu tester le matériel vol, on n'a pas pu le faire. Pour la petite histoire, ça s'est bloqué parce qu'il manquait un quart de micron dans une gorge qui aurait permis au moteur d'aller au bout de l'action qui était prévue. Il n'a pas réussi à aller au bout. C'était un quart de micron. C'est pas grand-chose. Hein. Dans l'analyse, elle a été faite. Bon. Mais bon, ça fout une manip en l'air. Donc il faut tester au maximum le matériel de vol. Politique des modèles, bon, il faut avoir on parle des modèles, il y a le modèle de vol, donc ce qui va voler, puis normalement il y a un modèle de qualification, il y a des modèles de test, il y a des modèles mécaniques, etc. Il y a des modèles de rechange. Il faut avoir une balance exacte entre le nombre de modèles nécessaires et les budgets, parce que faire des modèles, ça coûte cher. Mais il faut pouvoir vraiment travailler sur des modèles de qualification le plus possible. Il ne faut pas hésiter à demander à ce qu'on vous les laisse, parce que souvent les agences ou les ingénieurs veulent les garder. Donc il faut les récupérer et s'en servir. Redondance des systèmes quand c'est possible et robustesse des expériences. Et ben donc voilà, il y avait 2 canaux. Quand on a oublié sur Cassini, il a oublié d'en brancher un, mais il y a quand même le deuxième qui a fonctionné. S'il n'y en avait eu qu'un, ben, c'était mauvais. Donc voilà, donc redondance en permanence, c'est très important. Le segment SON ne doit pas être un point de panne unique, je vous l'ai déjà dit et j'insiste là-dessus. Et anticiper le choc des cultures, comme je vous l'ai expliqué, la coopération est la base actuellement de tout. Et ce n'est pas parce qu'on parle un mauvais anglais et que le japonais qui est en face de nous parle un anglais aussi pire que le nôtre qu'on se comprend quand on dit les mêmes mots. Et donc, il y a toujours un choc des cultures, même avec les gens très proches, même avec des Allemands, même avec des Hollandais. On travaille dans l'Europe. Déjà, c'est naturel, disons, pour nous, hein, de travailler dans l'Europe. C'est pas simple. Quand on travaille avec des civilisations qui sont très différentes, comme les États-Unis, la Russie, la Chine, eh bien, les mots, les attitudes n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même sens. Et donc, il faut être extrêmement modeste, très patient, écouter, répéter. C'est la seule façon de travailler correctement. Et sinon, moi, il se trouve que j'ai réussi, parce que j'ai appris ça depuis 85 jusqu'à 2000. La dernière manip que j'ai montée, en 6 mois, on a réussi à monter une manip, mais uniquement parce que justement, on avait cette capacité. C'est des gens avec lesquels je travaillais depuis longtemps déjà. Et on a pu travailler avec des Japonais, des Canadiens, des Américains, des Français. Mais ça ne se fait pas comme ça, c'est pas automatique. Et en France, on est toujours les plus beaux, les plus forts, bien entendu. On a tout inventé. Les autres, ils sont entre l'idiot et le crétin. Bon, si vous y allez comme ça, c'est même pas la peine de continuer. Bon. Voilà. Donc, quelques aphorismes. Donc, pour les scientifiques, as good as possible. C'est ce qu'on veut. L'ingénieur, as simple as feasible. Donc, on ne va pas se casser la vie, il faut que ça marche. Pour l'industriel, as bad as acceptable. Le but, c'est quand même de faire du pognon. Et bon, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça marche. Quoique j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais dans le contrat, c'est pas marqué que ça doit marcher. Hein. Directeur de chez Matra à l'époque. Bon. Et pour les administratives, as cheap as affordable. Voilà. Et tout ça, ça va faire une équipe ensemble qui réussit à faire des objets spatiaux. Voilà. Merci beaucoup.